bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet important, le plan de redressement du Sénégal, le fameux Jobanticoum. L'idée maîtresse, c'est vraiment la souveraineté financière. Une volonté affichée de couper les ponts avec la dépendance extérieure, FMI en tête. Oui, et ce plan, il arrive dans un contexte, disons, particulier. On a découvert des dettes cachées assez énormes. Ça a fait grimper l'endettement potentiel bien au-delà de ce qui était annoncé, autour de 100% du PIB, au lieu de 74%. Ah oui, quand même. Exactement. Et ça a conduit le FMI à geler ses financements. Donc forcément, ça pousse à chercher des solutions en interne. C'est ça. Alors, notre notion, c'est de comprendre comment ce plan compte s'y prendre. L'objectif est hyper ambitieux. Mobiliser quasiment 5 700 milliards de francs CFA, et ça à 90% sur fonds propres. Alors, la question c'est, comment il compte faire, concrètement? On se base sur les documents du plan tels que présentés. C'est une excellente question. En gros, il a trois grands axes, si on simplifie. D'abord, trouver l'argent à l'intérieur du pays. Ensuite, réformer les institutions, les impôts pour que ça fonctionne mieux. Et enfin, un volet social très marqué, pour que personne ne soit laissé sur le carreau, quoi. C'est un vrai pari sur les forces vives du Sénégal. Ces chiffres, 5 700 milliards, c'est colossal. Rentrons un peu dans le détail. D'où viendrait cet argent? Il semble y avoir pas mal de pistes. Oui, c'est assez diversifié. La plus grosse partie, plus de 200 milliards, viendrait des impôts et taxes habituels, les ressources fiscales et non fiscales. Ensuite, un gros morceau aussi, presque 100 milliards, de la valorisation des actifs de l'État. Ça, c'est un pari, ça dépendra de comment c'est mis en œuvre. C'est souvent là que ça coince. Et il y a aussi près de 900 milliards attendus des renégociations de contrats. Pétrole, mines. C'est ça. Exactement. Et on sait que ces renégociations, c'est souvent long et complexe. Oui, pas simple. Et puis, il y a cette ligne, financement endogène, 1,350 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire endogène ici? Alors là, c'est un peu plus innovant sur le papier. Ça recouvre des choses comme des coopératives, la mutualisation locale, des partenariats publics-privés, mais structurés différemment pour pas créer de la dette classique. L'idée, c'est de mobiliser l'épargne locale, les capacités locales. C'est intéressant, mais est-ce que ça peut rapporter autant? C'est la question. D'accord. Et on ajoute à ça la réduction du train de vie de l'État, ce qui est souvent annoncé. Oui, pour 50 milliards, plus les contributions de la diaspora, 134 milliards, et puis les futurs revenus du gaz qui commencent à arriver pour 177 milliards. Sans oublier d'autres pistes comme le foncier, une taxe sur les télécoms, les e-visas. On voit bien l'idée, chercher l'argent partout où il est, sur le territoire. C'est exactement ça. Et pour que ça marche, il faut aussi réformer la fiscalité. L'objectif, c'est double, augmenter les recettes et assainir. Au-delà de la lutte contre la fraude et la corruption qui passe par des audits, etc., ce qui est frappant, c'est le ciblage de nouvelles niches fiscales. Ah oui, lesquels par exemple? On parle beaucoup d'une taxe sur le mobile money, les transferts d'argent par téléphone. Ça pourrait rapporter 130 milliards selon le plan. Le numérique aussi est visé. La pub en ligne, le streaming, même les influenceurs. Bon, là c'est plus modeste, 16 milliards attendus. Et il y a aussi une hausse des droits d'accise. Sur le tabac, l'alcool. Oui, une forte hausse, il parle de doubler ces taxes sur certains produits comme le tabac. On voit aussi des mesures comme relever l'âge limite pour importer des voitures d'occasion. Ça rapporterait 100 milliards de plus. Et puis, rationaliser les bourses, les subventions. Tout à fait. L'idée, c'est de couper dans ce qui est jugé inefficace. Donc oui, ces changements fiscaux, ça pourrait toucher pas mal de monde et de secteurs. Et à côté de ça, il y a les réformes institutionnelles. Réduire la taille du gouvernement, c'est classique, mais aussi réactiver un comité de la dette et FIT-Poup pour plus de transparence, j'imagine. C'est ça. Ça fait directement écho au problème des dettes cachées dont on parlait au début. Il y a aussi un audit général des finances et des contrats passés qui est annoncé. Et cette digitalisation de l'administration, on en entend souvent parler. Le but, c'est quoi? L'efficacité, la lutte contre la corruption? Les deux, en fait. Moins de paperasse, moins de contacts directs pour les autorisations ou les paiements, ça limite les risques de détournement. Et puis oui, ça peut rendre les services plus efficaces. C'est un levier important pour la crédibilité de tout le plan. Mais tout ça, ce redressement financier, ces réformes, ça ne peut pas se faire sans penser au social, j'imagine. Absolument pas. C'est même un pilier essentiel du plan de Jobanticoum. Pour que la population adhère et surtout pour protéger les plus vulnérables pendant cette période qui s'annonce difficile.
Il est prévu des transferts d'argent directs aux familles pauvres, des allocations familiales plus importantes, la gratuité de certains soins ou pour l'école pour les plus démunis. Et pour les jeunes, les femmes? Oui, des bourses d'études, des programmes pour aider les jeunes et les femmes à trouver du travail ou à créer leur activité, et aussi sécuriser les terres des paysans. L'idée, c'est vraiment que l'effort soit partagé, mais que le redressement soit équitable. Donc, pour résumer, TUC, une stratégie de souveraineté très forte, basée quasi uniquement sur les ressources nationales, des réformes fiscales et de gouvernance assez profondes, et un vrai filet de sécurité sociale. La phrase clé qui revient, c'est « ce plan n'attend rien de personne ». Ça résume bien l'esprit. Oui, c'est tout à fait ça. Si ce plan est appliqué tel quel, ça veut dire concrètement plus de pression fiscale sur certains secteurs, moins de dépenses de fonctionnement de l'État, une priorité claire donnée au social. Et un recentrage sur l'économie locale? Oui, les mines, le gaz bien sûr, mais aussi l'agriculture, la fiscalité intérieure. C'est une vraie rupture. Assumée, avec le modèle où on dépendait beaucoup des bailleurs de fonds. Tout cela nous amène à une dernière question, une réflexion pour conclure. Face à l'ampleur de ces réformes fiscales et ce besoin de trouver beaucoup d'argent très vite en interne, comment les différents acteurs économiques, les entreprises, les citoyens vont-ils réagir? Et surtout, comment l'État compte s'assurer que ces mesures soient non seulement acceptées, mais qu'elles fonctionnent vraiment sur le terrain? C'est sans doute là le plus grand défi.